Bien, mesdames et messieurs, je vous propose de démarrer nos travaux et je voulais vous proposer d'observer une minute de silence à la suite du drame qui est intervenu dans le 14e arrondissement vendredi soir et qui s'est traduit par le décès du jeune lycéen Elias et qui fréquentait le Collège Montaigne, comme vous le savez, et le club de football Pitré-Ollier. Je vous remercie. Je vous propose de démarrer nos travaux en vous signalant que Madame de Comprignac a donné pouvoir à Iris Berthomier, que Paul Maria a donné pouvoir à Monsieur Paslec et que Claude Ribes m'a donné pouvoir. Si vous le permettez, donc, nous allons, comme nous le faisons, désigner Madame de Vara comme secrétaire de séance. Elle sera assistée de Monsieur Riwal. Nous avons un conseil d'arrondissement relativement court. C'est souvent le premier conseil de l'année où il faut que l'administration se remette en ordre de marche, si vous voulez. Et nous avons donc un certain nombre de sujets. Ça s'est traduit par le fait qu'on a reçu avec un peu tardivement trois dossiers pour lesquels donc je vous propose d'adopter la procédure d'urgence pour que nous puissions les étudier. Et nous aurons sur table notamment un dossier qui nous est parvenu tardivement, qui est le dossier qui a trait à la renouvellement. On vous le donnera tout à l'heure, le renouvellement des contrats, des contrats de délégation pour la gestion des MUPI, c'est-à-dire des déroulants, des sucettes déroulantes, qui nous est parvenu tardivement. Je n'ai pas voulu refaire encore un ordre du jour d'urgence, sur lequel je vous proposerai, on votera, on fera un murmure d'approbation. De toute façon, ça passera en Conseil de Paris par la suite. Alors, je vous propose d'adopter également l'extrait des délibérations de notre dernière séance qui s'est déroulée le lundi 2 décembre. Qui ne prend pas au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie et je vous propose de démarrer nos travaux en donnant la parole à notre collègue Olivier Paslec qui va rapporter sur la DAC 74. Oui, Monsieur le maire, merci. Mes chers collègues, donc nous sommes concernés dans cette délibération par l'association L'Esprit de Jazz qui, comme vous le savez, organise depuis 2001 le festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés et s'inscrit ainsi dans la grande tradition du jazz des années 45-50 à Saint-Germain-des-Prés avec Boris Vian, avec Claude Luther, avec Miles Davis, avec Juliette Gréco, etc. Effectivement, le 6e arrondissement est l'un des arrondissements qui a fait vivre le jazz à Paris. Donc cette association s'inscrit dans la continuité et dans cet héritage. Cette année, ce sera donc la 24e édition qui se déroulera du 12 au 19 mai dans des lieux parisiens
bien sûr, qui sont dans le 6e arrondissement, entre autres. Théâtre de l'Odéon, Église Saint-Germain-des-Prés, Alliance française, à la Monnaie de Paris également. Et, je vais vite parce que vous connaissez très bien ce festival. Ce festival a comme mission essentielle d'inviter bien sûr des artistes connus, confirmés, mais aussi des artistes émergents et de développer ces activités un petit peu dans les domaines, comme je vais vous le dire dans un instant. Donc, nous sommes consultés sur une subvention de 20 000 €. Et je voulais simplement dire, pour ceux qui ont pu regarder un petit peu le dossier, qu'il existait, vous savez, dans le Far West, des chasseurs de primes. Et alors là, nous avons un exemple merveilleux de chasseurs de subventions. C'est d'ailleurs pas un reproche que je leur fais, au contraire, puisque le festival bénéficie d'une subvention de la région Île-de-France, et pour un montant qui n'est pas négligeable, de 35 000 €, de l'État, de la DRAC Île-de-France, de la SACEM, d'autres sponsors, et alors surtout à la mairie de Paris, ils ont réussi ce prodige d'avoir 4 ou 5 subventions de la mairie de Paris à des titres différents. Donc c'est bien, il faut encourager, je crois, les associations à faire de même, parce que ça permet de faire vivre la vie culturelle qui, vous le savez, sans une aide d'une collectivité publique, a beaucoup de mal à s'exprimer. Donc je vous demande, pour toutes ces raisons, de bien vouloir approuver l'attribution d'une subvention de 20 000 € à l'association Esprit de Jazz, et je vous en remercie. Merci, monsieur le maire adjoint. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas. Je propose, alors, pour un tout petit peu les défendre, c'est la défense qui... Alors, j'ignorais qu'il y avait une subvention de la SACEM, effectivement. Mais c'est vrai que sur la ville de Paris, il y a plusieurs années, le montant a baissé. Le montant a baissé au titre des affaires culturelles. Et ça a été compensé compte tenu du fait que le festival a mis l'accent sur un certain nombre d'autres pratiques et de prise en compte d'évolution, par exemple. Et ça, c'est vrai, ils l'ont fait. Ils ont notamment fait appel maintenant à des jazzwomen, qui sont d'ailleurs, on a eu des interprètes remarquables, absolument remarquables. Ça leur a permis de compenser par une subvention, par exemple, au titre de l'égalité homme-femme, etc., etc. Oui, donc ça, c'est donc à signaler. Hein. Et ça a permis de compenser, effectivement, une diminution au titre des affaires culturelles qui avait tendance à se manifester. Donc je vous propose de voter favorablement. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. Je vous remercie. La subvention est adoptée à l'unanimité. Alors nous allons continuer avec la DASCO 1. Je donne la parole à Ariel Bocan. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc la délibération 2025 DASCO 01 concerne les dotations complémentaires de fonctionnement, des subventions d'équipement et des subventions pour travaux dans les collèges publics parisiens. Nous sommes concernés dans le 6e arrondissement par 2 subventions d'investissement. Pour Prévert, 16 170 €, équipement pour la cour et matériel informatique pour les salles de classe et physique-chimie. Pour le lycée Montaigne, le collège, en l'occurrence Montaigne, 26 600 matériel informatique pour salle de classe et physique-chimie également. Une dotation pour matière d'œuvre Prévert, matériel et fournitures pour l'entretien de locaux, 1 175 € et une subvention pour travaux à Prévert, modernisation de l'armoire de manœuvre de l'ascenseur pour 21 360 €. Je pense que les 2 établissements seront très contents et c'est pour ça que je vous demande de voter favorablement cette dotation et ces subventions. Je vous remercie. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. La subvention est adoptée.
Nous passons maintenant à la DLH 44, la mise en conformité du règlement municipal lié à l'adoption récente du PLU. Je donne la parole à notre collègue Iris Berthomier. Merci Monsieur le maire, chers collègues, pardon pour ma voix un petit peu éraillée. Alors, concernant cette délibération qui nous est proposée, elle fait suite à deux modifications en matière de protection du logement, de modifications réglementaires. La première, c'est la loi du 19 novembre 2024 qui vise à réguler les meublés touristiques. Donc, en conséquence de cette loi, il est proposé de supprimer la référence à la date du 1er janvier 1970 dans ce règlement, d'adopter de nouvelles définitions des meublés et résidences de tourisme qui sont prévues par le Code du tourisme et d'ajuster le diagnostic de performance énergétique pour les transformations en meublés de tourisme. Ça fait suite également au PLU bioclimatique, dit bioclimatique, qui a été adopté par le Conseil de Paris en novembre 2024. Sur la mise à jour des zones de compensation renforcées, la délibération propose un ajustement des règles pour aligner les secteurs de compensation dits de compensation renforcée avec les nouveaux secteurs de développement de l'habitation définis dans le nouveau PLU. Je tiens la carte à votre disposition. Elle est elle comprend une zone très large dans Paris et le 6e arrondissement est évidemment concerné. L'objectif étant d'instaurer ou de développer dans ce secteur de compensation renforcée l'idée que lorsque un logement fait l'objet d'une transformation, il doit être compensé par le double en surface. Voilà l'objet de cette délibération. Dans la mesure où nous sommes abstenus, ou je me suis abstenue avec mon groupe sur le PLU bioclimatique et qu'en fait il s'agit de la déclinaison et de la mise en conformité du règlement municipal de changement d'usage des locaux d'habitation à ce PLU, je m'abstiendrai sur cette délibération. Merci Madame la conseillère, je suivrai votre recommandation, votre préconisation. Est-ce qu'il y a des demandes de prise de parole? Il n'y en a pas, donc je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote? Qui s'abstient? Avec les pouvoirs qu'on... Voilà. Qui vote contre? Qui vote contre, Monsieur Flaubert? Qui vote pour? Donc, 1 contre, 3 pour, la délibération est adoptée. Nous poursuivons nos travaux et nous allons passer à donc l'étude de 2 délibérations relevant de la direction de la solidarité. Je vais donner respectivement à 2 reprises la parole à Madame Florence Devara. Merci, Monsieur le maire. Donc, chers collègues, alors effectivement, cette délibération porte en ce qui concerne le 6e arrondissement sur la participation pour 2025 à la maison des aînés et des aidants dite M2A-DAC située rue de l'École de médecine et qui est gérée par l'association Autonomie Paris-Saint-Jacques. Donc, comme vous le savez sans doute déjà, elle agit sur les 6 premiers arrondissements de Paris. Donc les M2A ont un rôle important. Elles ont pour but de favoriser le maintien à domicile des personnes âgées et contribuent à l'amélioration de leur parcours de santé. Elles mobilisent pour cela les ressources sociales, médico-sociales et sanitaires. Mais je dirais que l'un de leurs rôles essentiels, le plus important, est surtout d'apporter une aide aux aidants qui vivent souvent une situation très difficile, voire épuisante. Et j'en profite encore une fois pour remercier toute l'équipe de la rue de l'École de médecine pour le travail qui est fait au service des seniors et des aidants de notre arrondissement, entre autres. Depuis 2019, ces structures ont été intégrées aux centres locaux d'information et de coordination d'ICLIC. C'est un nouveau... afin de simplifier le système pour mieux répondre aux usagers, à leurs aidants et aux professionnels. Mais cette délibération, plus précisément, donc cette délibération 2025, est relative à la signature de la convention annuelle d'objectifs et de moyens entre l'ARS, la Ville de Paris et les M2A-DAC,
Puis, sur cette base, il nous est proposé de voter le versement des participations donc pour l'année 2025. Ainsi, alors pour 2025, ce qui est proposé comprend des mesures liées à la revalorisation salariale. Le montant pour la M2A Paris Centre, donc celle située dans le 6e, est de 551 190 €. Je précise que c'est exactement le même montant qu'en 2024. Et pour le montant global des M2A, enfin de l'ensemble de Paris, le montant s'élève à 3 401 779 €. Voilà, donc je vous invite donc à bien vouloir voter favorablement cette délibération et je vous remercie. Merci, merci infiniment. Oui, on va voter, hein, bien évidemment. Moi, je suis très content. J'avais aidé à faire venir la maison des aînés et des aidants dans le 6e arrondissement, rue de l'École de médecine. Ça se trouve, elle est implantée dans un local de Paris Habitat. Alors, la rue de l'École de médecine, elle est proche du 5e, puisqu'il y a 6 arrondissements qui sont couverts. Le petit inconvénient, c'est que la rue de l'École de médecine est une rue assez étroite, et là, en plus, on avait une opération de ravalement de l'immeuble qui était très bien menée, mais qui rendait assez difficile l'accès à la maison. Je sais que depuis, d'ailleurs aujourd'hui, l'échafaudage est en cours de démontage, parce qu'on avait vraiment... C'était quand même assez dangereux. Au-delà de ça, elle fait un travail formidable, mais on reste dans un domaine où on subit toutes les structures qui s'occupent des seniors des personnes en difficulté, atteintes de maladies diverses, variées, de pathologies que vous connaissez toutes, sont quand même excessivement fragiles. Et là, en disant ça, je dirais que c'est un problème national. C'est un problème national. La ville fait ce qu'elle peut dans un contexte national qui est excessivement difficile, où le 4e ou le 5e âge, je ne sais pas comment il faut l'appeler, il y a un problème de sous-financement chronique depuis des années, qui n'a jamais été réglé, où les présidents de la République successifs, d'ailleurs, s'y sont intéressés, au fur et à mesure qu'ils vieillissaient peut-être, mais en tout cas, le problème n'a jamais été réglé. On a envisagé différentes ces différentes possibilités de financement, c'est évoqué, on a parlé d'un 5e risque, on a beaucoup phosphoré, mais ça n'a jamais débouché sur quelque chose de véritablement concret, et on paie. Les associations d'aide à domicile sont d'ailleurs totalement sous-financées. Alors ça pose des problèmes qui sont de plus en plus forts, de plus en plus croissants. Pourquoi ? Parce que les personnes qui viennent notamment en appui au domicile des personnes âgées, quand les personnes âgées ne peuvent plus se déplacer, quand elles ont un problème, habitent loin. Elles n'habitent pas dans le cœur des métropoles. Et cette réflexion est particulièrement véridique à Paris. Ça pose donc des aides-soignantes qui habitent loin, qui subissent ensuite éventuellement les problèmes de transport. Vous voyez, ça peut être des réactions en chaîne. Et puis, qui subissent aussi faire bouger une personne âgée en fonction de sa pathologie, la soulever. C'est quelquefois excessivement difficile, et ça touche également les EHPAD. Les EHPAD sont également dans une grande difficulté. Nous avons des EHPAD dans le 6e arrondissement qui ont une excellente réputation, mais avec, là encore, des problèmes de personnel. Donc je voulais vraiment profiter de cette délibération pour vous dire que, évidemment, tout le monde s'y intéresse, mais je dirais que les problèmes restent pendants. J'ai pas de baguette magique, j'ai pas de solution miracle, mais ça sera un problème de plus à régler après les problèmes que nous avons dans nos hôpitaux, dans nos écoles, dans nos crèches. Il y a aussi ce problème et qui existe depuis très longtemps, encore plus longtemps que dans nos crèches. Donc voilà. Donc bon courage. On a du pain sur la planche pour les prochaines années. Donc je vous propose Ça a été adopté, oui ? Non. Bon, pardon. Donc je vous propose d'adopter. Donc, si vous êtes d'accord, on adopte à l'unanimité. Je vous en remercie et je redonne la parole à Florence de Vara. Ça sera sans doute une unanimité aussi. J'espère. Donc, chers collègues, alors cette délibération, cette fois-ci, concerne les bagageries solidaires. Donc, il y en a 9 qui fonctionnent sur tout Paris.
Plus précisément, dans notre arrondissement, alors comme vous devez déjà le savoir, il s'agit de la bagagerie qui a ouvert ses portes au mois de novembre dernier, rue Maillet. Elle est gérée par l'association La Pause du 6e et par une équipe de bénévoles bienveillants et dynamiques. C'est un lieu sécurisé qui permet aux personnes sans domicile fixe, toujours orientées par des associations, intervenant dans le champ de la veille sociale et qui permet donc à ces personnes de déposer leurs bagages en toute sécurité afin d'être libres d'effectuer leurs multiples démarches et déplacements pendant la journée, on va dire aussi de faciliter leur vie quotidienne. Mais c'est aussi, et ça j'insiste aussi dessus, sur un lieu qui permet de créer du lien social avec de l'aide et des conseils pour leur parcours d'insertion et aussi avec des moments conviviaux, ce qui est sûrement, bien sûr, très important pour eux. Alors, je précise que les responsables de cette bagagerie recherchent, là j'en profite pour lancer un message, recherchent encore des bénévoles pour les aider. Et ils ont un site sur Internet sur lequel il y a un onglet spécifique pour ça. Donc, il ne faut pas hésiter à aller les aider. Donc, dans cette délibération, il nous est donc proposé d'accorder une subvention de fonctionnement d'un montant de 38 600 € pour cette bagagerie en particulier. Et je précise que pour l'ensemble des bagageries de Paris, la subvention s'élève à 228 968 €. Je vous propose donc de voter favorablement cette délibération. Merci. Y a-t-il des demandes de prise de parole? Madame Hervieux. Merci, Monsieur le maire. Oui, simplement pour abonder dans le sens des propos qui viennent d'être formulés, notamment sur l'équipe de bénévoles extrêmement engagés. Moi, je veux vraiment en profiter de cette occasion pour saluer le travail du président, notamment Monsieur Chabrier, qui a vraiment fait feu de tout bois, qui a tapé à toutes les portes. Et aujourd'hui, on est très très fiers d'avoir cette nouvelle bagagerie dans le 6e arrondissement. Et sans polémique aucune de ma part, voilà, je me rappelle quand on avait déposé ce vœu déjà en 2021 sur la création d'une bagagerie. Malheureusement, ça n'avait pas fait l'unanimité dans ce conseil, mais je dois constater, il faut le dire, il faut remercier aussi le soutien de la mairie du 6e aujourd'hui, qui est plein et entier, et du maire notamment. Et je sais que vous soutenez beaucoup le projet et que vous avez participé aussi à sa mise en œuvre, et donc c'est à saluer. Donc je vous remercie pour cette évolution de position, et je suis très fière qu'on ait cette structure de solidarité dans l'arrondissement. Je pense que ça nous honore toutes et tous. Et je précise aussi que j'ai oublié de remercier les conseils de quartier qui ont aussi voté une aide qui a permis l'aménagement des locaux, d'acheter le mobilier nécessaire. Voilà. D'ailleurs, on en profite, donc on adopte cette délibération. Ça y est, c'est lancé, c'est ouvert c'est ouvert? Oui. C'est ouvert. Oui, l'inauguration, je m'en souviens, mais... Il y a une quinzaine de casiers, des informations que j'avais, qui étaient occupés. D'accord. Oui, non, sûr. Il y a 39 casiers en tout, et actuellement, il y en a un peu plus d'une trentaine qui sont occupés. Et donc, on est tout. Parfait, donc ça fonctionne selon les horaires. La bagagerie est ouverte tous les jours et a été capable de rester ouverte tous les jours, y compris pendant les vacances de Noël, donc le 25 décembre, le 1er janvier. Elle fonctionne depuis le 18 novembre. Oui, elle fonctionne depuis le 18 et ça s'est passé sans remontée d'huile, puisque, et tant mieux d'ailleurs, c'est très bien. Alors on a un peu galéré, comme vous le savez, ça a été compliqué, on avait envisagé différents lieux. On a eu la chance, effectivement, que cette structure, que Caritas nous aide, ce qui permet d'adosser, effectivement, l'association à Caritas. C'est une très bonne chose. Voilà. Et c'est pas très loin, également, c'est pas très loin du 7e arrondissement. C'est pas loin. On est à la périphérie du 6e, du 7e et du 15e. Donc et pas très loin de la gare Montparnasse également. Parfait. Bon, écoutez, on va terminer avec un sujet un peu plus délicat qui va revenir à Charles Flaubert. Oui, je pense unanimité sur le. On est d'accord. Merci, la subvention est adoptée. Donc on passe à diverses dispositions d'ajustement
relative au stationnement de surface. Maître Flaubert, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire, mes chers collègues. Donc, nous sommes saisis ce soir pour un nouvel amendement aux dispositions qui ont trait à la tarification du stationnement sur la voie publique. Alors, j'ai eu l'occasion de rapporter un certain nombre de mesures sur le stationnement de la voie publique et le stationnement en matière de parking. Je rappelle donc aujourd'hui que pour certains véhicules qui peuvent être électriques, qui peuvent être hybrides, la tarification actuelle est de 18 € de l'heure et un forfait post-stationnement de 225 €. Voilà, tout de même. Donc, je rappelle tout de même ces dispositions qui s'appliquent notamment pour les véhicules de plus d'1,6 tonne et 2 tonnes pour les véhicules dits hybrides. Il y a quelques séances amendé ce dispositif pour essayer j'ai envie de vous dire, d'assouplir les règles. Nous sommes à nouveau consultés ce soir pour assouplir à nouveau ces règles. Bon, je reviendrai pas. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir à nouveau, parce que à chaque fois on en rajoute un petit peu. On peut s'en féliciter, même si la mesure avait été prise manifestement avec trop de rapidité, puisqu'elle a demandé 2 reprises, voire 3 reprises, et peut-être une nouvelle reprise ultérieure. Donc, sur les modifications proposées par la mairie de Paris, tout d'abord, en matière de stationnement dans les bois de Boulogne, bois de Vincennes. À titre personnel, moi, j'étais pour une gratuité, comme c'était le cas d'ailleurs de façon immémoriale, notamment pour permettre aux familles de profiter du bois de Boulogne et du bois de Vincennes. On passe sur une tarification de 6 heures à 11 heures. C'est-à-dire qu'on a un peu plus, on va dire, de durée possible de stationnement à un tarif plus favorable. Donc, j'y suis favorable. Sur la gratuité, on a une gratuité qui existe aujourd'hui pour les personnes handicapées. Vous le savez, moi j'ai toujours été très attentif à cette problématique. On a aujourd'hui une disposition qui vient donc augmenter la gratuité pour les dentistes et pour les écoles de guides de chiens aveugles. On pense bien évidemment notamment à l'association Valentin Houy qui est juste de l'autre côté du boulevard, qui est à Duroc, pas très loin d'ailleurs de la bagagerie dont on vient de parler. Donc j'y suis favorable. Et également, on a une mesure favorable. Alors, c'est un petit peu technique, mais pour essayer de faire simple pour les professionnels, encore les professionnels qui viennent intervenir, parce que j'ai une habitante qui me parlait l'autre jour et qui me disait qu'elle n'arrivait pas tout simplement à faire changer son chauffe-eau et qu'elle n'avait pas d'eau chaude depuis une semaine parce qu'elle ne trouvait pas de professionnel, de plombier qui voulait intervenir chez elle, cette dame qui était rue Saint-André-des-Arts. Voilà, parce que les professionnels sont un petit peu effarouchés par ces amendes. Donc là aussi, on a une mesure un petit peu plus favorable et un assouplissement de ce carcan. Donc, je vous proposerai de voter favorablement à cette mesure, mais je dis pour une nouvelle fois que, je pense que les familles ont aussi besoin de voitures et que les familles n'ont pas forcément les moyens d'acheter des nouvelles voitures qui répondent à toutes les dernières normes. Voilà. Et que si elles n'utilisent pas forcément énormément ces voitures, je ne suis pas sûr que la pollution soit énorme. En tous les cas, on a la mairie de Paris qui fait une 3e marche arrière, donc on va s'en réjouir et on attend donc la 4e. Merci beaucoup. Est-il des demandes de prise de parole ? C'est donc un vote positif, bien évidemment. Donc il n'y en a pas, je vous propose de voter. Qui ne prend pas part au vote, qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour. La délibération est adoptée. Je vous en remercie. Mesdames et messieurs, donc nous avons 2 communications, mes chers collègues, 2 communications. Alors, on a une communication qui nous a été distribuée, communication de la maire de Paris sur l'acte 2 de la territorialisation des politiques municipales pour une ville du quart d'heure. Alors, j'ai reçu ce mémoire relativement tardivement. Ce que je vous propose de faire, il n'y a pas de vote, bien évidemment, mais c'est de ne pas en débattre ce soir, c'est que vous en preniez connaissance et je vous proposerai une réunion
hors conseil d'arrondissement après les vacances de février, vacances d'hiver, pour que nous puissions donc éventuellement l'évoquer. Je vous engage éventuellement, si vous le souhaitez, à me faire part de vos remarques. Je pense aux adjoints, aux conseillers délégués, mais aussi à l'ensemble des conseillers du 6e arrondissement, quel que soit leur groupe d'appartenance, pour que nous puissions éventuellement proposer une réponse commune. Bon, même si on a bien compris qu'on nous proposait un cadre et qu'a priori ce cadre allait s'appliquer, mais on peut éventuellement y ajouter peut-être évoquer d'autres thématiques qui ne l'étaient pas, ou faire remarquer que pour certaines d'entre elles, je dirais, on reste dans un contexte où c'est la mairie de Paris qui a les pouvoirs en matière notamment de finances, de gestion des personnels, et que, évidemment, nous sommes toujours amenés à émettre des avis ou à souhaiter, à contrario, comme c'est indiqué dans le texte, que les directions nous consultent. Je vois, par exemple, qu'il y a un grand paragraphe sur la direction qui porte sur l'action et la territorialisation possible des actions de la direction des affaires culturelles. Je m'en réjouis. Parce que, en ce qui concerne la direction des affaires culturelles, je me demande à certains moments si elle connaît véritablement le fait qu'il y a des mairies d'arrondissement à Paris. Donc, là encore, seuls les imbéciles ne changent pas d'avis. Donc, que la direction des affaires culturelles fasse son mea culpa et veuille prendre en compte davantage l'échelon territorial, c'est une bonne chose. Mais on va essayer de l'aider à faire en sorte que cette bonne intention devienne une réalité. Que je n'entende plus, comme je l'entends quelquefois de la part du directeur du conservatoire, on ne peut pas vous adresser vous parler de certaines choses parce que notre échelon supérieur dit de ne pas vous en parler. Sauf que quand il pleut dans des salles du conservatoire, bien évidemment, ça me revient évidemment, et que ça dépend pas totalement de la direction des affaires culturelles s'il pleut dans les salles du conservatoire, mais ça nécessite que tout le monde se mobilise et que la direction des affaires culturelles, qui est un service immobilier un peu flageolant, se bouge également et fasse son travail, saisisse la DCPA, délègue des crédits d'entretien, etc., etc. Même chose en matière de gestion du personnel. S'il n'y a pas suffisamment de personnel à l'accueil du conservatoire, le conservatoire va pas pouvoir maintenir des horaires étendus. On lui demande d'accueillir des services supplémentaires, c'est pas possible. Il y a des règles de fonctionnement, il y a des règles de sécurité. C'est un conservatoire qui se trouve sur 2 niveaux, avec une petite caméra à l'entrée, avec beaucoup de jeunes qui sont accueillis, des va-et-vient incessants. Il faut que les choses, qu'il y ait suffisamment de personnel, qui ensuite d'ailleurs puisse à un moment faire une pause, respecter les obligations en matière de travail. Tout ça, c'est une réalité vivante. C'est ce que nous vivons sur notre territoire. Alors il y a des choses qui fonctionnent bien, c'est vrai, il ne faut pas se plaindre. Et d'ailleurs, quand on se compare, on se rassure, et on n'a pas besoin d'aller très loin pour se rassurer, mais il y a dans un certain nombre de domaines des progrès à faire. Et si la territorialisation permet de les faire, écoutez, ça sera très bien. Donc je vous proposerai une date, donc prenez connaissance de ça, c'est très intéressant, en fonction de vos attributions respectives, vous connaissez... Certains connaissent bien les crèches, les établissements de petite enfance, d'autres les écoles, et nous reparlerons de tout ça. L'information sur l'occupation des salles de la mairie du 6e pour l'année 2024, vous l'avez aussi, bien évidemment, on est en train de... D'ailleurs, vous l'aurez également pour l'année 2025, c'est sur la table... C'est à titre consultatif, c'est en fonction d'ailleurs, et je le dis, pour l'utilisation des salles Molière et Racine, puisque nous approchons d'une période électorale, celle des municipales, et puis ensuite celle des présidentielles, et on est toujours à la merci peut-être d'un référendum ou d'une dissolution, ces salles sont ouvertes à toutes les formations politiques représentées au Parlement.
je le dis. Donc, alors je ne sais pas un appel à ce qu'il y ait des réunions politiques toutes les semaines à André Malraux, mais je dirais qu'elles sont ouvertes, elles sont conventionnables, elles sont utilisables. On a instauré ça dans le passé. Alors, il faut le demander avec un peu de préavis, pour qu'ensuite le secrétariat de la DGS puisse établir la convention, mais ensuite c'est une mise à disposition avec éventuellement mise en place de mesures de sécurité si nécessaire. Il y a une révision qui est intervenue, je le dis devant Rudy et je l'en remercie, de la sonorisation, donc c'est tout à fait possible, mais bien sûr dans un créneau classique, c'est-à-dire en gros du 18h30, 21h. On va pas, et pas de façon répétitive. On ne demande pas, on peut pas tenir, si vous voulez, des réunions thématiques, par exemple, permanentes. C'est pas possible. C'est-à-dire venir, par exemple, toutes les 2 semaines, c'est pas possible. Mais en revanche, dans des réunions d'information ou des réunions publiques, c'est tout à fait possible. Je tenais à vous le dire. Voilà donc, est-ce que vous avez au titre des affaires diverses des choses à évoquer? Je voulais vous dire que là, et ça intéresse beaucoup d'entre vous, l'université Paris-Cité qui gérera le pavillon, le pavillon Tarnier, avec ce magnifique projet autour de la santé des femmes, a instauré, a mis en place une banderole, enfin un kakémono sur la façade. Alors elle n'est pas gigantesque, mais elle a le mérite d'exister. C'est visible de la rue d'Assas et ça symbolise et ça illustre ce projet. Les travaux devraient démarrer en 2025 et c'est une très bonne chose. C'est un projet qui est financé à parité par la région Île-de-France et la mairie de Paris. Et il y a déjà près de 20 millions d'euros qui ont été votés. Et on attend une participation de l'État, j'espère qu'elle viendra. Et nous avons également la participation d'un mécène assez important, si bien que l'opération devrait pouvoir être lancée très très rapidement. Il y a un dernier occupant actuellement en place, mais qui va déménager sur le site de Cochin, de Port-Royal Cochin, et je pense que les travaux devraient pouvoir démarrer dans le courant de l'année 2025. C'est donc une très bonne chose, car il y a une petite accélération, et donc c'est une très bonne chose. Et nous nous retrouverons, si vous n'avez pas de choses à évoquer, nous nous retrouverons je vois que M. Flaubert, alors je vais lui donner la parole, mais je voulais vous dire que nous retrouverons en réunion de SICA et que nous tiendrons également autour des problèmes de santé mentale. Vous savez que la santé mentale a été considérée comme une grande cause nationale par Michel Barnier et que le Premier ministre François Bayrou a souhaité maintenir cette grande cause nationale. C'est une très bonne chose. Et nous retrouverons, Iris Berthomier y travaille, avec moi, nous nous retrouverons en SICA le mardi 11 mars, après que ce soit tenu, c'est Florence qui va coordonner les travaux et rappeler aux différents présidents de conseils de quartier qu'ils ont à plancher sur leur bilan 2024. Bon, un bilan très court, un bilan, c'est formel, c'est très formel, mais effectivement, faites un bilan de votre année de conseil de quartier et ensuite nous passerons au SICA autour de la santé mentale. Je ne peux pas vous dire encore quels seront les intervenants, mais on essaiera d'avoir des intervenants de qualité. Oui, monsieur le maire, juste quelques mots. Je me permets d'intervenir comme le conseil était court aujourd'hui, juste pour dire que j'ai eu le plaisir avec Ariel Bocan et d'ailleurs également avec monsieur Comet d'être présent pour la commémoration du 80e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz à l'école Jardinet et que c'était très émouvant, qu'on a une intervention d'une mère d'élèves qui a pu jouer du violon, une ancienne déportée qui était présente et que la lutte contre l'antisémitisme est vraiment quelque chose qui malheureusement est toujours d'actualité et que on est tous avec nos concitoyens et on pense particulièrement à nos concitoyens de confession juive aujourd'hui. Merci. Merci pour votre témoignage.
Mes chers collègues, si vous n'avez plus d'autres questions, je vous propose de nous quitter et je vous souhaite la meilleure des soirées possibles.